Radio Rêve. La radio étudiante. Bonjour et bienvenue sur Urbacast, l'émission des étudiants de l'école d'urbanisme de Paris, hébergée dans les studios de Radio Rec. Aujourd'hui, nous parlerons de la ville en images avec nos invités du jour. Anja Rijon, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, maîtresse de conférences à l'école d'urbanisme de Paris, docteur en sciences de l'information et de la communication, et également photographe et vidéaste. Siamak Shohara et Vincent Trottignon, bonjour. 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 Vous êtes tous les deux étudiants en première année de master urbanisme et aménagement à l'école d'urbanisme de Paris. Et vous avez organisé du 13 au 16 février dernier une rétrospective sur le métro parisien dans les locaux de l'école. Alors tout d'abord, nous tenions à vous remercier tous les trois d'être là aujourd'hui pour discuter de ce thème assez large, la ville en images, et ou autrement dit, des liens entre l'espace urbain et la production d'images par la photographie ou la vidéo notamment, mais aussi les images qui font partie de notre quotidien en tant qu'urbains lorsque nous arpentons la ville, c'est-à-dire les affichages, la publicité ou encore le street art. En effet, l'espace urbain est une source d'inspiration pour différents arts visuels et il est aussi un support d'art graphique et d'appropriation par ses usagers. L'image de la ville peut être alors plus ou moins réaliste, fantasmée ou encore extrapolée. En tout cas, l'image est le fruit d'une intentionnalité, d'une appropriation de l'espace par un ou des individus, et parfois d'une recomposition de la réalité, dans le cas d'une rétrospective par exemple, on va en parler ensemble. Elle est donc une représentation particulière d'un lieu, et elle peut être elle-même réinterprétée et réappropriée. Alors Siam, Vincent, comme je le disais précédemment, vous avez organisé une rétrospective à l'école d'urbanisme de Paris sur le métro parisien. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi le métro parisien comme objet de votre rétrospective ? Et pourquoi avoir choisi de montrer cet espace à travers différentes époques et différents supports, à savoir le documentaire et la fiction, avec le film de Luc Besson, Subway. Donc oui, on a voulu, à travers cette première rétrospective, déjà ouvrir ce ciné-club et essayer d'aborder la question de la ville et en plus particulièrement du métro. À travers différents médias, on a essayé de diversifier au maximum en prenant de la fiction, des documentaires, mais aussi des archives. Et ça, pour essayer d'approcher les différentes visions et l'imaginaire que pouvait amener le milieu cinématographique à la vision du métro. Euh, particulièrement, on a choisi de suivre une approche chronologique pour essayer d'avoir une contextualisation de cette vision et d'avoir vraiment la question du point de vue d'une époque sur son milieu. Le métro parisien possède un corpus qui est assez restreint, ça a été assez difficile, ce qui nous a obligés à se restreindre donc à cinq œuvres. La première, on a été celle du court-métrage d'Henri Chaumette, Jeu des reflets et de la vitesse en 1925. Second, Métropolitain en 77, qui est une commande de la RATP, sur une commande sociologique sur le métro. Subway, qui pour le coup est une fiction avec une certaine notoriété, Luc Besson, 85. Puis deux films tournés eux en 95 et en 96, à savoir Métropolitaine de Jean Bréchamp et Les Souterrains du quotidien par Henri Ferlicot. Euh, ça a été quelque chose de très chronologique. On a voulu d'abord Henri Chaumette, dans son premier court-métrage, il présente une ville qui est moderne et c'est très intéressant parce qu'il a une projection de la ville moderne qui est la création d'un nouveau paysage à travers le métro. C'est cette idée de kinesthésie. Il filme le déclin des bateaux omnibus dans cette ville en mutation qui est Paris en 1925. Et il filme aussi le détachement que possède de ce métro face à la rue. Cette vision panoramique. C'est une forme de déshumanisation du regard. Il s'inscrit bien sûr dans le mouvement du cinéma pur, qui donnera aussi ensuite d'autres œuvres, telles que Symphonie d'une grande ville de Walter Ruttmann en 27, qui est un classique dans le cinéma et la représentation de la ville. Et c'est une forme qui est très déshumanisée et qui s'oppose complètement avec Métropolitain, qui est un documentaire, lui, qui arrive en 77, donc bien après. Là, on est sur l'ouverture de l'inauguration des lignes RER. On a là, tout d'un coup, en 77, une approche qui est très sociologique,
On prend conscience, on s'approprie ce nouveau monde qu'on crée hein, dans ce réseau. Et c'est la RATP qui va elle-même commander ce rapport sociologique vidéo. On en parlait tout à l'heure, Zazie dans le métro de Louis Malle en 1960 a été aussi quelque chose d'assez marquant pour cet imaginaire que développent ces souterrains. Euh, Si on a décidé de diffuser Besson ensuite avec Subway, c'est parce que il se détache complètement justement de cette idée de sociologique en tout cas du métro. Et lui, il s'oppose à ça en faisant une extrapolation et un fantasme du monde souterrain, en créant un espace imaginaire, en mélangeant les stations, en faisant des faux raccords sur les différentes scènes, hein. On voit très bien le mélange des stations RER entre Nation, Aubert, Châtelet, qui est largement filmé et dont il reconstruit petit à petit, à travers ses personnages, une, euh, un imaginaire, que l'on prend conscience, particulièrement dans cet extrait qu'on va écouter, où il y a cette sphère de l'intimité, en fait, qui se développe entre ces personnages, où c'est une espèce de remake de contes de fées avec Cendrillon, justement. On voit ces personnages qui se rencontrent, qui prennent possession de certains espaces, et qui voilà, créent des liens, et dont la sphère intime prend part cette gare RER qui est celle de Nation, il me semble, et où il décide de séduire hein, Isabelle Adjani, hein, c'est Christophe Lambert à ce moment-là qui devient le prince. Je vous propose d'écouter cet extrait ensemble et d'y revenir ensuite. Qui c'est qui fait la cuisine chez vous? La cuisinière, Et le ménage? la femme de ménage. Et l'amour? Permettez. Salut les coolos! Oh putain, manquait plus que lui, tiens. Oh, c'est qui celle-là? Cendrillon. Eh ben, ta Cendrillon, elle a un pétard comme ça dans son sac. Sa baguette magique. Oui, donc dans cet extrait, hein, on voit très bien cette idée de dématérialise hein, l'espace du RER. Hein, il part complètement dans le fantastique. C'est assez romantique hein, comme passage. Et ça me permet de venir à Métropolitaine, qui a été réalisé par Jean Bréchamp en 95, 10 ans après Subway, et qui continue sur cette lignée sensible, qui essaye à travers cette fois-ci des textes lus par des artistes, des acteurs de théâtre en particulier, et mis sur des images du métro. Voilà, la recherche d'une sensibilité et la recherche d'un univers euh, qui passe par différentes images. Donc il y a le jeu entre le jeu de regard entre les passagers du métro, mais aussi le chant des pistes, hein, qui est un texte de Bruce Chatwin qui, en 95, avait une certaine portée, surtout sur le mouvement architectural à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est la vision du chant des aborigènes, des Australiens, qui métaphorique, et que l'on met en parallèle à ce moment-là dans le film avec les lignes de métro qui se déplacent dans la ville. Et donc une vision qui est très artistique,
du métro et dont on essaye de mettre en avant en 95. Euh, En particulier, donc il y a un ethnologue dans ce film qui intervient, qui s'appelle Marc Auger, et un peintre, Arturo de Narvaez, qui lui fait référence à Mondrian. On va pouvoir écouter l'extrait où il décrit les lignes de métro. Et quand tu vois les plans de la ville de Paris, on voit la chose suivante, que la ville de Paris a à peu près cette forme-là, avec la Seine ici. On dirait qu'il peut y avoir un tronc qui serait la ligne qui va de Clignancourt à Orléans, oui, avec toutes ces autres lignes qui s'intercroisent, qui créent des correspondances, qui viennent dans un sens, dans un autre, qui parcourent toute la ville de Paris, pardon. Et donc, je crois qu'il a bien vu que c'est une belle proposition dans le sens que tous ces branches, ils se touchent, ils se réunissent comme l'arbre de Montréal. Oui, donc Arturo de Narvaez, il fait une espèce de parallèle comme ça entre la peinture et le métro. Chose qui sera reprise aussi par des affiches du Tate, hein, dont on va parler. Et c'est très intéressant parce qu'il s'oppose complètement à la dernière projection qu'on avait fait de Souterrain du quotidien en 96 par Henri Ferlicot, qui pourtant réalisé la même année, va basculer complètement dans la vision du métro à cause des événements qui se passent en 95 sur le RER du Saint-Michel, les attentats, qui viennent complètement inscrire un sentiment de peur. Il y a une prise de conscience peut-être de l'espace public, de la forme d'exhibition de soi, et on essaye de rester le plus individuel possible. Et c'est cette panique, hein, qui se crée en 95 et qui est retranscrite dans ce dernier documentaire et qui se place complètement en opposition, hein, avec Métropolitaine, qui est pourtant tournée donc, la même année. Donc voilà, donc une pluralité dans la forme des œuvres projetées, pour essayer de montrer que ce métro, ou du moins cet espace, peut revêtir en fonction des époques des couleurs complètement différentes, des intentions différentes, et aussi des sentiments et une vie, qui changent complètement et dont on a tendance à oublier parce que ça fait partie aussi de notre quotidien, que d'y être et de l'utiliser. D'accord, merci beaucoup Siam pour cette présentation de ton travail, enfin de votre travail, à toi et Vincent. Anne-Jarijon, Vincent, est-ce que vous voulez réagir à ces explications et à ces extraits? Moi, je trouve que la programmation de cette première édition du Ciné-Club est très intéressante par le choix chronologique et puisque vous êtes allé chercher en fait avec des films peut-être pour certains connus, mais pour d'autres assez durs à voir d'habitude. Donc, et ça m'a donné envie d'imaginer une suite à cette programmation parce que évidemment la question du métro et du cinéma, qu'il s'agisse de la fiction ou du documentaire, ça invite à rêver de films évidemment ensemble. Alors je pensais pour Paris, puisque vous avez commencé en disant que ce n'était pas si facile de trouver des films sur Paris ou pour Paris. Pour le métro parisien. Oui, pour le métro parisien, bien sûr. Je pensais toujours à cette histoire de métro, parce qu'on n'a pas fini, effectivement, de s'y intéresser. Alors, je pensais à un film très drôle d'un cinéaste qui s'appelle Luc Moulin. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais plus le nom du film. Je crois que c'est Bar, le nom du film. Mais en fait, c'est un film des années 80 où il se met en scène en essayant de franchir les différentes nouvelles barrières du métro. Donc, il étudie de manière un peu systématique, mais aussi par l'absurde, la manière de frauder. Et tout ça donne lieu à un film court qui est assez intéressant et qui est un peu le contrepoint de ce que la RATP peut commander par ailleurs. Même si la RATP a commandé pas mal de films, notamment par ses sections prospectives. Et là, dans les années 95, 96, 97, il y a eu un film d'un anthropologue qui s'appelle Christian Lallier, qui s'appelle Changement à Gare du Nord. Donc ça prend plutôt pour objet la gare, mais ça s'inscrivait dans un programme de recherche avec Isaac Joseph, donc le grand penseur de l'espace public, où il s'agissait à l'époque de comprendre et de donner à comprendre pourquoi les usagers du métro étaient perdus pour emprunter les interconnexions entre le RER,
les trains de banlieue qui appartenaient plutôt à la SNCF et les métros. Donc c'est une inextricable situation dans les années 90 qui a été largement résolue par la suite et le film a joué un rôle très important. Donc là on est au plus près des usagers dans une approche très interactionniste et qui est un peu le contrepoint d'une étude sociologique qui faisait appel notamment par exemple à Marc Auger quelques années auparavant. Voilà, ça me faisait penser à plutôt envie de prolonger en fait une programmation. Je pense aussi à des films beaucoup plus récents dans lesquels le métro apparaît juste en passant et réinterprété de manière assez drôle. Le film Le nom des gens, dans lequel Sarah Forestier va déambuler dans le métro parisien complètement nue. Donc c'est assez improbable. Et ce qui est improbable surtout quand le métro est familier pour nous, c'est d'y voir des gens nus. Voilà. Donc quel type de motif du familier le métro peut représenter pour un film qui prend pas pour objet le métro, justement. Oui, ce qui a été assez intéressant aussi avec le métro, c'est que c'est un univers qui ressemble beaucoup à celui du train, finalement. Et pourtant, il est très particulier, il a un imaginaire spécifique, notamment l'aspect souterrain. Et le Zazie dans le métro dont on a parlé, ça montre un peu cette fascination que toutes les gens qui viennent de villes autres, qui n'ont pas de métro d'ailleurs, peuvent avoir pour le métro. Et cette dynamique qui a d'ailleurs expliqué pourquoi certaines villes françaises ont choisi un métro alors qu'elles n'en avaient pas forcément la taille nécessaire pour en avoir un, comme Rennes ou même Marseille à la limite. Et ça montre bien que le métro, il a beaucoup fait rêver les villes et les hommes, et que c'est un univers en soi. Et on peut aussi voir par exemple à Montréal qu'il y a eu différentes publicités qui ont été faites pour promouvoir le métro et qui insistaient justement sur ce caractère spécifique du métro qui était beaucoup plus beau que l'extérieur et qu'il fallait l'explorer comme un territoire à part entière. Et par rapport à ce que vous venez de dire, Vincent, sur cet imaginaire du métro et le rapport au paysage, enfin la ressemblance et même la différence entre le métro et le train, c'est vrai que le train a contribué à réinventer le paysage en rendant possible, accessible un paysage en mouvement avec une certaine fluidité. Et il est concomitant de l'arrivée du cinéma, en fait. Donc il y a des affinités très fortes. Dans le métro, on n'est pas tout à fait dans une expérience paysagère du même genre, dans le sens où les images qu'on voit, le paysage du métro est très très largement un paysage d'images installées dans le métro, et en particulier d'images publicitaires, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, alors que le train fait traverser des territoires, et c'est peut-être la raison pour laquelle on a un imaginaire aussi fort et aussi mystérieux dans le métro, parce qu'il n'ouvre pas un voyage extraordinaire, et c'est plutôt un voyage du quotidien, qu'on réenchante chacun à notre façon et dont on crée des bandes-sons avec nos écouteurs, avec nos téléphones, avec le son des conversations aussi arrachées. C'est assez fascinant de faire des enregistrements dans le métro. Je ne sais pas si vous avez eu envie de le faire ou que vous le faites d'ailleurs, peut-être. Oui. Et c'est vrai que c'est les expressionnistes, les premiers à avoir fait, les impressionnistes, pardon, les premiers à avoir fait et à avoir utilisé le train comme outil pour capter les paysages. On pense à Turner et ses grandes volutes de fumée qui représentent à travers ses toiles. Mais effectivement, c'est super intéressant de la réappropriation. Chacun peut peut-être personnaliser le décor du métro, qui est pourtant très conditionné parce que la pub et les stations se ressemblent toutes. On aura peut-être aussi l'occasion de revenir sur la forme des stations qui est conditionnée par la pub. Et oui, c'est vrai que c'est une personnalisation des espaces, peut-être. Ouais. Puis après, en revenant sur le côté paysage, on peut aussi voir que dans le métro, il y a un paysage sonore qui se crée hors des écouteurs, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître le bruit des rails, le bruit des aiguillages et savoir à peu près où on est sans voir. Donc au final, on développe des aptitudes qu'on n'aurait pas forcément à la surface, un peu comme si on était privé d'un sens, et on arrive à se réadapter à notre environnement, ce qui montre qu'au final, le métro, c'est spécifique, mais que on peut se l'approprier aussi. Ça me fait penser aux travaux d'un chercheur, Damien Masson, qui a fait sa thèse de doctorat il y a quelques années déjà sur la perception embarquée dans le métro sur la ligne 2, qui est une des rares lignes de métro en partie aérienne, ou en tout cas en partie en extérieur. Et il avait notamment dans sa thèse fait des expérimentations auprès de publics qui connaissent de différentes villes d'Europe, et même brésiliennes d'ailleurs, en faisant des entretiens sur écoute réactivée et en faisant écouter des ambiances sonores dans les métros, et chacun reconnaissait sa ville. Enfin, chacun reconnaissait son métro sans aucune difficulté, et même reconnaissait facilement
les métros qu'il avait eu l'occasion de pratiquer, pour dire que l'identité sonore de ces lieux est très forte, effectivement. Alors justement, vous avez tous les trois abordé la question de la publicité, donc je vais y revenir. On voit dans certains documentaires que la publicité est très présente dans le métro parisien, qu'elle prend une grande place. Alors selon vous, quelle place justement tient-elle dans le paysage et dans l'ambiance dont on parlait de cet espace? Et y a-t-il eu des évolutions? Vincent, je crois que vous avez un petit peu travaillé sur le sujet, tous les deux. Donc oui, dans le cadre de la métrospective, il y a un débat qu'on a mis en place après le troisième film de la métrospective et qui a permis à différentes personnes qui ont choisi de venir de discuter du thème de la publicité et même de l'expression ou de l'affichage de façon générale dans le métro. Et pour cela, on a commencé par parler de l'affichage institutionnel, puis on a peu à peu dérivé vers tout ce qui était expression propre que les gens développaient eux-mêmes dans le métro, que ce soit sur la pub ou sur les murs. Donc ce qui était aussi assez intéressant, c'est que le métro, il produit sa propre image. Donc on parlait tout à l'heure du métro de Londres qui a produit énormément d'affiches et qui a un service qui est dédié et qui est reconnu pour ça. Il y a des personnes qui produisent ces affiches. Et à Londres, dès le début du métro, ça a eu lieu par exemple avec la promotion du territoire de Metroland, qui s'appelait comme ça. C'est donc une banlieue qui est dans le nord-ouest de Londres et qui a été en grande partie offert aux compagnies de métro pour qu'elles puissent rentabiliser leurs lignes en construisant des logements. Et donc pour cela, il y a un imaginaire du métro et du voyage en train qui a été produit par la compagnie The Metropolitan Railway pour promouvoir l'accession à la campagne et l'accession à la propriété. Et donc le métro a produit sa propre image de la ville. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que le métro, en reflet, il propose des images aux personnes dans la ville. C'est-à-dire que durant notre voyage, on est exposé à des images, comme on l'a dit, et ce sont principalement des publicités. Et à Paris, pour le métro, c'est dès l'origine que la publicité était présente. À la fin du 19e siècle, il y avait cet art de la réclame qui était très présent, et le métro l'a très vite accaparé. On voit que dans les très anciennes stations, c'était d'abord placardé directement sur les murs, sans forcément qu'il y ait une recherche de mise en valeur de cette publicité, mais dès l'apparition de la compagnie Nord-Sud, qui était la compagnie concurrente du métro parisien, c'est-à-dire dans les années 1910, la pub, elle est mise en scène, elle est décorée par des céramiques, notamment ces belles céramiques vertes qu'on voit avec des bandes autour des pubs. Et ces aménagements de stations, ils sont poursuivis par la suite, notamment dans les années 50, avec le carrossage, c'est-à-dire que la régie publicitaire du métro de Paris a standardisé les stations, qui étaient parfois différentes, vu qu'elles venaient de deux compagnies différentes, afin que la taille des publicités soit partout la même. Donc pour une question de rationalité, on a réaménagé toutes les stations pour les adapter à la pub. Et la pub aujourd'hui, donc elle continue à être présente de cette façon standard, on va dire, mais on voit qu'elle se développe de façon novatrice, on va dire ça comme ça, que ce soit dans les tableaux électroniques, ou par exemple il y a de plus en plus d'événements qui sont organisés avec des pelliculages, donc soit des stations entières redécorées sur un thème, et on pense notamment à Star Wars qui a eu récemment droit à une pub sur toute la surface de la place d'Italie, toute la surface de la station, ou alors des pubs novatrices avec des actions qui sont à la fois des actions humaines et des actions décorées. Donc il y avait aussi des éléments novateurs dès l'origine, on pense notamment à la pub du beau, du bon, du bonnet qui a beaucoup marqué la génération de nos grands-parents plutôt, et qui était à l'origine quand même une tentative de publicité cinétique qui est repris beaucoup aujourd'hui, notamment en Asie, dans différents tunnels de métro. Et cette publicité, elle est visible elle est déjà vue comme intéressante dans les années 20, vu que dans le film Jeu de reflets et de la vitesse, désolé, Jeu de reflets et de la vitesse, cette pub, on la voit dans le film à un moment. Ensuite, la pub aussi, elle marque le paysage, mais l'ambiance, vu elle incite à être regardée, elle invite à être regardée, et il y a notamment dans le film Métropolitain, un responsable de la RATP qui dit que la publicité, c'est un dialogue. Donc la publicité, c'est un dialogue, on peut interroger cette phrase, je pense qu'on pourra en discuter après. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est créée dans cette perspective de dialogue, c'est-à-dire que la pub du métro, elle est spécifique, elle est beaucoup plus injonctive que d'autres publicités dans la rue, c'est pas les mêmes pubs qu'on voit dans le métro ou dans la rue. Il y a souvent un rappel à l'ordre, un peu, on a l'impression, ou un décalage avec la situation qui est vécue dans le métro, avec notamment des thèmes qui sont survalorisés comme le voyage, ou la sexualité, la nourriture, ou les technologies, et c'est pas forcément les mêmes thèmes qu'on retrouve dans la rue, où il y a beaucoup plus, par exemple, de publicité pour les voitures, ce qui peut paraître logique.
Il y a aussi le fait que la pub marque l'espace et l'appartenance sociale d'un espace, ou alors la saisonnalité. Il y a notamment, durant le débat, on a parlé de la pub de 5 à sec, je ne sais pas si vous voyez, qui est sortie récemment, qui parlait de pourquoi faire quand on peut faire, qui mettait en scène un couple bourgeois et qui était beaucoup plus présente dans l'ouest parisien que dans le reste de l'agglomération. Et il y avait notamment une participante qui disait que durant les trajets qu'elle faisait ouest-est, elle voyait la pub décroître au fur et à mesure de son trajet. La pub, elle peut aussi être un spectacle obligatoire, on peut dire, c'est-à-dire qu'on est obligé de la voir, mais en même temps, on peut réagir comme on veut. Et il y a notamment un des films qui est Métropolitain de 77, où il est question de cet aspect où on peut discuter avec la pub ou en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut y être indifférent, on peut y apporter de l'importance, on peut être interloqué. Et elle nous marque quoi qu'on y fasse au final. On se souvient des pubs dans le métro, il y a notamment dans le débat, il y a plusieurs personnes qui sont souvenues de pubs du métro qui dataient de plusieurs années et qui, vu qu'elles étaient beaucoup plus personnalisées vers un message vers le voyageur, on la retient beaucoup mieux. Il y avait aussi une question qui était sur cette publicité qu'on subit au final. Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Cette question a beaucoup été soulevée durant le débat. Est-ce que la pub sert à quelque chose? Est-ce qu'elle sert à payer un service? Il y avait notamment cette dichotomie qui était proposée entre l'abribus qu'on ne payait pas mais que la pub servait à payer un service, alors que le métro on payait déjà son billet et qu'on nous imposait en plus une pub. Donc on a essayé de contacter la RATP pour avoir des chiffres sur l'affichage publicitaire dans le métro et savoir quelle part du budget ça représentait, donc on n'a pas eu de réponse. Mais on a trouvé, le seul chiffre qu'on a trouvé sur internet, ça serait 2% du budget de la RATP annuel. Donc le chiffre à prendre avec des pincettes, mais si c'est le même ordre de grandeur, ce n'est pas énormément non plus. Et ce qui est intéressant, c'est très récemment, à l'automne 2016, il y a eu un concours idée RATP qui a été proposé, et la plupart des propositions qui étaient proposées par les usagers eux-mêmes pour que la RATP les mette en place concernaient la publicité, avec par exemple des propositions de réduire sa place, de supprimer les panneaux lumineux qui sont considérés comme un gaspillage d'énergie au final, et qui en plus nous filment pour faire des publicités personnalisées, donc une question sur la confidentialité et sur la vie privée. Et toutes ces propositions n'ont pas été retenues et la RATP ne veut pas ouvrir le débat là-dessus. Donc, on peut se demander aussi si la RATP elle ne veut pas conserver un moyen pour elle aussi de communiquer vers son public. Et ça interroge aussi donc la place de chacun dans le métro et quel est notre droit à participer à modeler cet espace-là. Et les affiches déchirées, moi j'ai pas à expliquer là-dessus, hein. Parce que moi je vois des choses comme ça m'intéresse pas. De toute façon, je les vois comme ça, je passe. Et ça me dit rien, moi. Je trouve que chacun est libre de ce qu'il fait. Alors, de toute façon, avec le temps qu'on est aujourd'hui, et si j'étais autrement, j'aurais trouvé quelque chose à dire, hein. Moi j'ai les yeux comme les autres, hein. Peut-être que lui ça l'intéresse, ou elle ça l'intéresse. Il regarde pour trouver. Moi j'ai les yeux, je vois, je passe. Les graffitis, c'est un dialogue, mais c'est la façon de répondre à une sollicitation ou à un appel. Plusieurs choses, parce que ce que vous venez de dire est vraiment très, très, très intéressant. Alors, peut-être que malgré le fait que vous avez raison, il y a une standardisation des stations de métro et des espaces d'affichage, même on le voit les affiches sont inscrites dans des dispositifs assez pérennes, en fait, hein, dans les métros. Il y a eu aussi un énorme effort de la part de la RATP depuis assez longtemps pour créer des ambiances différentes dans différentes stations, un petit peu en s'inspirant de ce qui pouvait être fait dans les musées en parallèle, à partir des années 80-90. Donc c'est toute cette scénographie immersive qui nous fait, par exemple, nous plonger dans un sous-marin à la station Arts et Métiers, comprendre qu'on est sous le Louvre parce qu'on a une scénographie qui rappelle le Louvre. Donc un effort de différenciation qui n'empêche pas que ces stations soient des lieux d'affichage publicitaire, mais qui prennent au sérieux quand même l'expérience des usagers. Et c'était une période assez active de la RATP en matière de prospective et d'analyse d'usage, justement. Autre point, il me semble,
Alors là, moi, c'est une interrogation qui est plutôt liée à mes travaux très récents sur la perception des espaces et le rôle, les formes nouvelles de l'attention au paysage et aux autres que reconfigurent les usages très très intenses du téléphone portable en situation de mobilité. Depuis des années, donc ça fait très longtemps que je travaille là-dessus, mais depuis quelques années, je fais une expérience avec mes étudiants, généralement de M1, qui suivent mon cours de photo et à qui je demande de documenter leur parcours depuis chez eux jusqu'à l'école d'urbanisme. Et depuis 2 ans seulement, je m'aperçois que la publicité a disparu de leurs photos. Et je me suis beaucoup interrogée là-dessus parce que j'attends de voir l'année prochaine. Alors parce que du coup, je continue cet exercice. Je le trouve intéressant en fait en matière de documentation des parcours, des ancrages sociologiques des étudiants et puis de leur attention. Et puis après, c'est un travail sur qu'est-ce qu'ils regardent, comment ils cadrent, etc. Mais je me dis qu'effectivement, il y a soit une saturation, enfin, ça interroge sur leur rapport à la publicité et à leur consommation, à leur passivité, justement. En fait, ils se détournent. Pour eux, c'est plus une question vraiment. Et ils la subissent plus tellement de manière aussi insupportable ou difficile. Ou au contraire, moi, j'ai fait aussi des études de médias, donc il y a une époque où j'étais entourée de publicitaires en herbe, et eux, ils adoraient être dans le métro parce que c'était une source d'inspiration énorme quand les casseurs de pub cassaient la pub, quand la publicité récupérait les images des casseurs de pub, les intégrait dans leur message. Donc, c'est un observateur de la créativité publicitaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas, et je pense aussi que nos écrans nous détournent beaucoup et répartissent différemment les formes de l'attention. Je pense que voilà, le métro est un observateur de ça. C'est une forme d'échappatoire, hein. Je pense que le smartphone dans le métro permet complètement de se détacher du milieu dans lequel on est, hein. C'est assez impressionnant, hein. Mais alors, on voit que parfois, en fait, enfin, là, vous donniez l'exemple de vos étudiants, mais alors parfois, la publicité peut être un dialogue finalement, et pas forcément quelque chose qu'on subit. En tout cas, l'environnement du métro parisien est quand même un environnement régulé et normé. Là, on parlait tout à l'heure de la publicité, enfin, de l'affichage institutionnel, mais aussi l'espace urbain en général a tout un tas de normes et de règles. Alors, quelle possibilité d'appropriation confère la production d'images à leur auteur, que ce soit dans le métro parisien ou dans la ville en général, que ce soit par la photographie ou la vidéo? Et Anne Jarrigeon, plus précisément, peut-on s'émanciper en photographiant ou en filmant l'espace dont on est l'usager? Et dans quelle mesure cela permet aussi de donner la parole à des invisibles de l'espace urbain ou peut-être même des indésirables? Alors c'est une question difficile en fait. Oui, à mon avis, prendre des images soi-même, être réalisateur, même amateur, c'est un chemin vers une certaine forme d'émancipation, ou en tout cas, par la pratique, d'être dans une capacité d'interroger les médiums auxquels on est confronté au quotidien, au moins ça. Moi, dans mes travaux, ce que j'ai pu éprouver, notamment, alors c'était vrai dans le métro. C'est assez difficile en fait de filmer et de photographier dans le métro, à vrai dire. C'est pas très évident aujourd'hui d'obtenir des autorisations de la part de la RATP. En raison du plan Vigipirate renforcé, on n'a pas des temps de réponse assez rapides. On peut y arriver, mais c'est difficile. C'est pas un très bon contexte. On peut faire les choses sans demander d'autorisation, bien sûr, mais on est dans des espaces assez confinés avec des rapprochements, des jeux de regard qui rendent vite soupçonnable une activité de prise de vue, sauf si elle est relativement discrète. Et de ce point de vue-là, il y a des traditions anciennes, hein. Walker Evans aux États-Unis dans les années 30, quand il photographie les passagers du métro avec son Rolleiflex qui cadre au niveau du ventre. Voilà, à l'époque, le droit ou la demande d'anonymat n'existait pas franchement, mais en tout cas, quand Luc Delahaye essaye dans L'Autre de faire la même chose à Paris, il va avoir un certain nombre de procès, en fait, qu'il va gagner au nom de la liberté d'expression des artistes et pas du tout du droit à l'information ou à la documentation qui serait plutôt du côté de la connaissance, en fait. Donc, il y a des espaces qui ne sont pas évidents. Mais quoi qu'il en soit, dans la ville, de manière plus générale, être celui qui prend les images, moi je l'ai beaucoup éprouvé dans mes recherches comme une liberté de changer de rôle, et en particulier de ne plus être celle, puisque quand j'ai commencé à travailler, j'étais une jeune femme dans l'espace public, celle qui focalise les regards, puisque c'est le statut qu'occupent souvent les femmes dans l'espace public, qu'il soit urbain ou non, et de reprendre le pouvoir du voir. Donc s'il m'arrivait des histoires, c'est parce que éventuellement je menaçais quelque chose par mon appareil et je finalement renforçais quelque chose dans mon rôle, alors que
sans l'appareil photo, j'étais plutôt du côté de la vulnérabilité dans certains espaces. Je pense que prendre des images dans la rue ou dans des espaces contraints ou normés comme le métro invite à interroger l'expérience que c'est de sa propre légitimité à être là, à être en train de regarder, surtout si on est en train effectivement de rendre visibles des choses qu'on préférerait laisser dans l'invisibilité. D'accord. Siam, Vincent, est-ce que vous voulez réagir sur ce qui a été dit? Non, je suis tout à fait d'accord, c'est très vrai. En plus, effectivement, la question du regard des autres, on le sent très bien, hein, quand on pose un pied, caméra ou déjà avec un appareil un peu imposant, tout de suite les regards se focalisent, heu le comportement change. Les gens, ne sont pas, enfin, changent leur comportement directement dès qu'ils voient l'appareil. Non, ça me faisait penser aussi à un auteur-compositeur célèbre qui est Moondog, qui a pendant très longtemps, enfin, qui est l'un des principaux, un pionnier de la musique contemporaine et qui a vécu dans le métro, en tant que clochard. Oui, il a vécu dans le métro, il a composé et lui a régurgité un peu toute cette ambiance dans laquelle il vivait, à travers sa musique, et il n'avait pas de reconnaissance et c'est très intéressant, oui, il y a une matière très forte dans ces milieux-là et il est souvent difficile de la capter ou de la retranscrire. Mmh. D'accord. Alors cette émission sur la ville en images touche à sa fin. C'était un débat très riche. On voit que la programmation qui a été proposée pour votre rétrospective en février est à prolonger et à enrichir. Et on espère que ça se reconduira. Donc on remercie nos invités Anne Jarijon, Siamak Chouara et Vincent Trottignon d'y avoir participé. Je remercie également Samuel Buteau, Félix Chantebel et Clément Pierre de Radio Rec pour l'enregistrement et le montage, et Igor Karpinski pour avoir préparé cette émission à mes côtés. Elle sera diffusée à partir du lundi 6 mars sur les plateformes en ligne SoundCloud et YouTube. Suivez-nous sur Facebook, sur notre page Urbacast pour être tenu au courant de la sortie de cette émission et des prochaines. Belle journée à tous et à bientôt sur Urbacast.